va. On est parti. Ça part, le chrono est lancé. Du coup, bienvenue, merci d'être aussi nombreux et nombreuses à cette conférence garantie 100% sans salade de pâtes. Donc, nous, on va vous parler de Scope, comme son nom l'indique. Donc, pour faire les présentations rapidement, moi, je m'appelle Thaïs, je suis game designer et cofondatrice de Seed by Seed, et Jean-Nicolas gère l'admin, le marketing et tous les trucs que personne d'autre ne veut faire, et est également cofondateur de Seed by Seed. Pour la faire brève, si vous ne connaissez pas le studio, ce qui est bien normal, on a commencé à bosser ensemble en 2018, après nos études à l'Engmin. On a sorti un premier jeu en 2021 qui s'appelle Pile Up Box by Box, qui était basé sur notre jeu de diplôme, notre jeu de fin d'année à l'Engmin. Même s'il a moult changé, à ne pas confondre avec le jeu qui s'appelle juste Pile Up et qui, contrairement au nôtre, a eu du succès. Donc voilà, c'était un puzzle platformer coopératif, car oui, on met de la coopération partout. Ensuite, on a fait Baladin, qui est sorti en 2024, qui a eu un Kickstarter, ma foi, quelques années avant, en 2022, je crois. Donc voilà, qui est sorti en 2024, et on l'espère bientôt sur console. Et actuellement, on travaille sur Jump the Track, du coup notre premier jeu pas coopératif, mais avec des vrais bouts de révolution prolétarienne dedans. Donc voilà, et il va sortir, c'est une exclue mondiale, à la fin du mois de mai. Wouh! Merci, merci. Du coup, Jean, une scope. Alors, avant ça, je voudrais faire un petit exercice, c'est lève la main si tu fais partie d'une scope. Ouais! Salut Seedlers. Bon. Ok, on est 3 pélos, on est conscient que en fait en France il n'y a personne qui est en scope. Pour l'instant. Pour l'instant. En fait, il y a un an, littéralement, j'ai appelé la responsable régionale des scopes. Je lui ai dit, tu peux me tirer la liste de toutes les scopes qui bossent dans le jeu vidéo en France. Et donc, elle nous a sorti cette liste. Il y a deux scopes dans le serious game, une scope dans les services, et puis 4 dans la production d'IDP. Alors, c'était il y a un an. Il y en a peut-être des gens qui sont créés depuis. Je suis désolé si vous n'êtes pas sur la liste. Mais globalement, on est cette structure en France, groupe. Donc, on n'est pas majoritaire. Donc, ok, on sait que le sujet il est un peu niche, mais on va étendre un peu le sujet pour que ça parle à tout le monde. Et puis, ça va être un peu le moyen de commencer à lever le rideau sur tous ces mythes et fantasmes qui entourent les scopes, puisqu'on entend beaucoup de choses à ce sujet. Donc, on va un peu regarder comment ça fonctionne une scope. Est-ce que je vais me faire détester par mon banquier? Mais de toute façon, c'est pas finançable une scope, c'est impossible. Qui va m'aider dans tout ça? Est-ce que je dois sacrifier un mouton sur l'autel pour devenir un moine scopiste? Voilà, tout ça. Est-ce que mon jeu vidéo deviendra communiste si ça arrive? Voilà. Du coup, une scope, une coopérative, qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, pour commencer à expliquer très rapidement, c'est pas un statut à part, c'est pas quelque chose de spécial. En fait, on est d'abord une entreprise, donc une SA, une SARL ou une SAS, comme tout le monde. Et puis derrière, il y a le ministère du Travail qui vient mettre une sorte de tampon. Vous êtes une scope. Ce tampon, c'est les entreprises qui vont solliciter donc, le ministère du Travail pour être sur la liste ministérielle. Et en fait, globalement, on s'engage à respecter un certain nombre de conditions et contraintes en tant qu'entreprise. Et puis en échange, on a des petits avantages. Voilà. Alors, juste si jamais vous connaissez vraiment bien le monde des scopes, sachez qu'il existe également des SKIC. On ne va pas s'attarder dessus, déjà parce que ça ne nous concerne pas, et ensuite parce que c'est plus rigolo à dire qu'à expliquer. Mais basiquement, ça veut dire que vous pouvez toucher des financements publics. Enfin bon, si vous avez des questions, on pourra en parler, mais là, c'est pas le sujet. Autant pour moi. Et du coup, niveau conditions, en fait, bon, ça peut être plus complexe que ça, mais globalement, il y en a 4 à retenir. C'est tout salarié qui est là depuis un certain moment peut demander à rejoindre l'assemblée des associés au bout d'un certain temps, et on ne pourra pas refuser cette demande, quoi. Donc globalement, très rapidement, on intègre tous les salariés au board d'associés. Ensuite, une part des bénéfices doit être systématiquement redistribuée aux réserves de l'entreprise. Et une autre part de ces bénéfices doit être systématiquement redistribuée aux employés. Et enfin, les parts sociales, donc les actions, quand on en a, on les revend, quand on part, au même prix que ce qu'on les a achetées. Voilà, on va voir tout ça, ce que ça implique. Mais d'abord, les avantages. Parce que j'ai dit que l'État nous accordait des petits avantages en échange. On est exonéré
d'impôt sur les sociétés à une certaine hauteur, c'est un peu complexe, il y a un calcul, bref, et de CFE et de CET. CFE, CET, cotisation foncière des entreprises, et contributions économiques, bref, on paye beaucoup moins d'impôts que tous les autres. C'est génial. Et aussi, si vous virez le président, la directrice générale ou whatever, la personne qui dirige la SCOP, eh ben, cette personne pourra quand même bénéficier du chômage parce que par une sorte de boucle récursive, on se dit que grosso modo le lien de subordination existe mutuellement entre tous les employés. Voilà, donc c'est magique. Je suis patron de Jean et Jean est mon patron. Yes. Et là, vous me dites, bah, mais dans tout ça, est-ce que c'est vraiment pour ça que vous faites des scopes Peut-être, mais d'abord et avant tout, c'est surtout parce que c'est des convictions de la condition des travailleurs. C'est ça qu'on essaye de défendre. Et d'ailleurs, en fait, quand on crée une SCOP, quand on crée les statuts de SCOP, on a un préambule qu'on doit mettre dans les statuts. Et ce préambule, donc ça, c'est pas le nôtre, hein, c'est l'Union des SCOP qui nous force à le mettre en intro. Ce préambule, il est basé sur 3 piliers: la prééminence de la personne humaine, la démocratie, la solidarité et le partage. Voilà. Et ensuite, il y a 6 axes de travail pour les SCOPS qui sont reconnaissance de la dignité du travail, droit à la créativité et l'initiative, responsabilité dans un projet partagé, transparence et légitimité du pouvoir, droit à la formation, pérennité de l'entreprise, fondée sur réserve. Voilà. Il y en a une 7e, mais ça rentrait pas sur la slide et on n'a pas compris ce qu'elle veut dire. C'est ouverture sur le monde. Bon, et en plus, en ce moment, ça donne pas super envie de s'ouvrir sur le monde, mais il est quand même dans les statuts. Exact. Si vous revenez sur la dernière, vous entendez pérennité, réserve, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est vraiment un axe principal? Et en fait, vous allez voir, le statut de SCOP, il est vraiment construit, pensé pour protéger les intérêts de l'équipe et protéger surtout les intérêts de la structure à très long terme. C'est vraiment, tout est designé pour que la structure survive longtemps. Et c'est un peu ça la priorité qui va s'installer dans comment est-ce qu'on doit gérer une SCOP. Donc vous verrez que ça a des impacts, mais d'abord, un petit cours de gestion. Tout commence par le capital. Le commencement était le capital. Alors, en fait, c'est vrai, dès qu'on crée une entreprise, il y a forcément, on s'associe pour un projet. Et en fait, si on revient aux fondamentaux du capitalisme, c'est un groupe de personnes qui dit on va mettre de l'argent et il va se passer des choses et à la fin, il y aura plus d'argent. Et voici comment on se partage la fin finale du bonus de l'argent. C'est ça, littéralement, c'est ça une entreprise. Donc, on va s'assembler. Donc, généralement, ces personnes qui s'assemblent pour mettre de l'argent, le capital, posséderont ensuite le véhicule financier qui est l'entreprise. Et donc, c'est généralement ce qu'on appelle l'assemblée d'associés. C'est les gens qui possèdent la structure. Ces gens-là ne travaillent pas nécessairement. Pour l'instant, ils possèdent juste la structure. Il peut y avoir des personnes ensuite qui travaillent. Ça, c'est les employés. Et généralement, ils sont embauchés du coup par l'assemblée d'associés. L'assemblée d'associés est généralement dirigée par un ou une présidente. Ça peut avoir différents noms, mais on va dire que c'est ça globalement. Et toute la partie employée est généralement dirigée par un ou une directrice générale. Pareil, ça peut avoir différents noms, mais généralement c'est ça. Et grosso modo, on va avoir le groupe des associés qui potentiellement ne bossent pas, mais possèdent, et le groupe des travailleurs et travailleuses qui travaillent, mais ne possèdent rien du tout. C'est ça qui est généralement le schéma habituel dans une entreprise. Après, ça peut se mélanger, on peut avoir d'autres choses. Et puis, on peut avoir même un jour... Donc, l'ambition maximale, c'est se dire, oui, mais moi, j'aimerais bien, en tant que patron, être à la fois président de tous les associés et puis être aussi la personne qui dirige l'entreprise et les employés. Et du coup, ça fait une super fusion. Président, directeur général, c'est notre fameux PDG en France, les personnes qui ont le plus de pouvoir dans les entreprises. Et donc, on est dans une entreprise. Donc, l'idée, c'était de faire des sous. Donc, à la fin de l'année, on regarde, oh, on a fait des sous, c'est trop bien. S'il n'y a pas de sous, c'est pas un souci. C'est jamais un problème quand il n'y a pas de sous, parce que c'est facile de ne pas partager les zéros. Mais dès qu'il y a des sous, vient la question préférée. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces deniers? Comment est-ce qu'on les partage? Et donc, c'est le moment de comment un studio ou une entreprise redistribue les bénéfices. Il y a 3 façons de redistribuer les bénéfices, généralement. 1, on garde, on n'en fait rien. On les utilise pour les prochains projets, ça, c'est les réserves. 2, on enfile un petit peu aux travailleurs et aux employés. Ça, c'est des primes, des choses comme ça. C'est pas quelque chose qu'on entend le plus fréquemment dans les structures habituelles. Et puis, il y a les dividendes. Et donc, les dividendes, c'est enfin,
on rémunère enfin ceux qui avaient mis de l'argent initialement dans l'entreprise, les associés. Voilà comment ça fonctionne. Et puis il y a un deuxième modèle, une deuxième façon de se rémunérer, c'est la vente. Et donc ça, c'est le modèle startup. C'est on achète pas très cher cette entreprise, des actions. Et puis le jour où on s'en va et que cette entreprise a pris de la valeur, ce studio a pris de la valeur, eh ben on va pouvoir revendre beaucoup plus cher. Donc le Caramel Studio a fait plein de bif entre le moment où j'ai acheté mes parts à 1000 balles et puis donc 10 ans plus tard, je vais revendre à quelqu'un d'autre mes parts et je vais les revendre à, du coup avec la nouvelle évaluation à 10 000 balles, j'ai fait 9 000 de valeur. Bon, t'as dit dans 10 ans, mais en fait, dans le modèle startup, généralement, c'est 6 à 12 mois plus tard. Hein. C'est le principe, c'est pour ça que ça s'appelle startup. Maintenant, en scope. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est une fois qu'on a ça en tête, comment ça marche en scope. Bah déjà, le capital et l'activité sont liés parce que les travailleurs et travailleuses du studio possèdent le capital également, au bout d'un moment. On va dire la plupart. Et c'est eux également qui décident de comment ça va marcher, la marche à suivre. Donc c'est à la fois décision et possession de l'activité. Et ensuite, il y a donc une règle, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait 3 règles. 1, attribution d'une part nécessairement aux réserves quand il y a du bénéfice. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on gagne des sous, on est obligé en scope d'en remettre en réserve, une grosse partie en fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que le statut vise à ce que l'entreprise vive le plus longtemps. C'est ça l'objectif d'une scope, c'est que ça reste très longtemps et que l'activité soit durable. Une part va à la part travail, donc ça rémunère les employés pour le coup, et une petite part, plus petite, va aux dividendes. Ça rémunère les employés, y compris ceux qui ne sont pas encore au board. En fait, on a au minimum 16% des bénéfices qui vont en réserve, au minimum 25% qui vont à la part travail, et les dividendes ne peuvent excéder le maximum affecté à l'un ou l'autre. Donc c'est-à-dire que si on fait le calcul, au maximum ça pourrait être à 42%, donc ça capte quand même vachement les dividendes. Mais en pratique, en fait, c'est beaucoup moins que ça, c'est quasiment tout qui va en réserve ou à la part travail, puisque c'est conçu pour que ça aille dans ce sens-là. Accessoirement, tu n'es pas obligé de verser des dividendes. C'est un type de boîte dans lequel ce n'est pas obligatoire. Et enfin, cette histoire de modèle startup, eh ben, en scope, la part achetée est revendue au prix initial. Et ça veut dire que si Caramel Studio a fait beaucoup de moula en 10 ans et qu'au bout de 10 ans, je me barre, en fait, je récupère les 1000 € initiaux que j'ai mis. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de plus-value. Donc, il n'y a aucun intérêt dans une scope à venir faire de la spéculation et se dire il y aura une prise de valeur et un jour, je me barre. En fait, la seule façon de gagner des sous dans une scope, c'est de travailler dans la scope et de faire en sorte que l'activité marche bien et que tout le monde en bénéficie collectivement. Puisque du coup, vous allez me dire si on fait de l'argent, comment est-ce qu'on le distribue ? Et donc il y a cette part travail qui existe. Elle peut être donc soit distribuée, donc là après il y a un format légal qui est libre, ça peut être soit distribué sous forme de prime, soit distribué sous forme d'accord de participation. Puisque vous pourriez me dire, oui, mais ça veut dire que l'entreprise doit sortir de l'argent de la boîte pour payer donc, des salaires, donc c'est beaucoup d'argent qui est dépensé. Et on a un outil magique qui s'appelle l'accord de participation. L'accord de participation, c'est-à-dire qu'on va bloquer dans l'entreprise ce montant de la part de travail qu'on attribue aux employés. Et il sera libérable que dans 5 ans. Avantage net d'impôt quand il sera libérable. Avantage pour la boîte, ça reste en trésor et ça fait de la trésorerie à long terme pour la structure. Donc la structure est plus viable, quoi. Ça tient plus facilement. Du coup, est-ce que mon banquier va me détester ? Eh bien, plutôt non, en fait. Parce que, comme on vient de le dire, en gros, l'avantage de la SCOP, c'est que la part qui est allouée aux réserves, en fait, elle crée de la résilience pour l'entreprise. Donc là, on a pris ce petit chiffre comme exemple, mais le taux de pérennité à 5 ans, il est 20% plus élevé pour une coopérative que pour une entreprise classique, justement parce que l'attribution aux réserves, elle permet de solidifier dans le temps l'entreprise. Et comme le disait Jean, c'est son objectif principal, en fait. C'est l'objectif du statut. Ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est l'INSEE qui le dit. Hein. Ouais. Et du coup, en parlant de banquier, mais du coup, comment est-ce qu'on finance une coopérative ? Et ben en fait, plein de façons différentes. En fait, à peu près toutes les façons dont on peut financer du jeu vidéo, sauf le financement en equity. Donc, c'est-à-dire des gens qui foutent de la thune et rentrent au board à travers, par exemple, une levée de fonds. Donc on a accès aux subventions sans aucun problème. D'ailleurs, souvent dire qu'on est une coopérative, c'est un truc qui est assez bien vu
notamment par les attributions régionales, parce que du coup, ça fait des entreprises pérennes sur un territoire. On peut financer avec du revenu share, donc avec un éditeur ou avec des coprods ou ce genre de choses. Évidemment, on peut faire du financement bancaire, on le fait d'ailleurs souvent. Et on peut aussi faire du financement participatif. Donc nous, c'est typiquement ce qu'on a fait. Donc on a eu sur 3 projets, on a eu 5 fois des subs, 2 contrats d'édition, 5 prêts bancaires et une campagne Kickstarter. Et c'est vrai que la question qui est souvent posée, mais les éditeurs, ils oseront jamais financer une scope. Ça, c'est même pas une question en fait. Les éditeurs s'en foutent complètement. Ils regardent pas ça du tout. Ils en ont aucun. On n'est même pas obligé de leur dire en fait. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe avec le publishing, c'est que comme de toute façon, le financement d'entreprise se fait très très peu dans le cas des studios de jeux vidéo, en fait, on n'est pas tellement pénalisé par le fait de ne pas pouvoir avoir ce financement en equity. Et comme c'est du financement de projet, en fait, la forme de votre boîte, comment les éditeurs ils sont tamponnent. Du coup, est-il impossible de financer une scope? Bon, en fait, ça dépend. Si vous avez envie de faire une grosse levée de fonds avec des actionnaires qui viennent au board et tout, ouais, là pour le coup, c'est pas possible. Mais tout le reste, ça va. Et en pratique, ok, tout ça, ça a l'air cool. Comment est-ce qu'on crée une scope? En fait, c'est là où ça se complexifie un tout petit peu. Puisque si on part de la logique que, en fait, une scope, ça doit durer sur le long terme, etc., il va y avoir une grosse condition qui est que vous pouvez créer une scope qu'à partir du moment où vous avez des employés en contrat payés, quoi. Juste ça. C'est-à-dire que ça peut pas être juste 3 étudiants dans une cave qui essayent de survivre et qui créent un petit truc dans une petite structure boui-boui le temps de faire un jeu. En fait, il faut qu'il y ait des salariés. C'est ça la base. Et au moins 2, puis un peu plus, c'est important. Il faut qu'il y ait un prévisionnel d'activité sérieux et solide, un projet qui s'inscrit dans le long terme. Et puis je pense qu'en fait, il faut que vous ayez envie aussi de penser à comment vous organisez, parce que ce serait un peu contre-productif, contre son camp de ne pas avoir envie de bosser avec des modèles un peu innovants, on va dire, si vous faites une scope. Et accessoirement avec les gens avec qui vous décidez de monter une coopérative, parce qu'en fait, il va falloir écouter leur avis. Il va falloir discuter. L'interlocuteur principal. Vous allez nécessairement, à partir du moment où vous voulez créer une scope, vous allez rencontrer cet interlocuteur qui s'appelle l'Union régionale des scopes, l'URSCOP par son petit nom sexy. Et l'URSCOP a multiples rôles. Et le premier rôle, c'est que l'URSCOP est mandaté par l'État pour contrôler si vous respectez vos conditions de scope. C'est les premiers, donc c'est les flics des scopes. Mais c'est aussi les gens qui nous encadrent, qui nous aident, qui nous poussent, qui aident et accompagnent juridiquement à la construction, au statut, qui vont soutenir financièrement. L'URSCOP fait des prêts aux entreprises qui se transforment en coopératives. C'est quasi systématique, c'est presque... Quand on crée une entreprise en scope, ils font un prêt, généralement. Voilà, ils veillent sur la science coopérative, c'est eux qui gardent un peu tout le back catalogue de toutes les entreprises qui ont testé des trucs et puis qui vous disent ça c'était bien, ça c'était pas mal et tout. Et puis ils continuent à développer des nouvelles initiatives, des moyens de lever des fonds, du lobby auprès de l'État, etc. Voilà. Et si jamais un jour vous faites une conf sur les scopes, c'est eux que vous pouvez appeler pour savoir combien il y a de scopes en France dans le jeu vidéo. Et donc, juste pour revenir, si vous ne faites pas un projet qui s'inscrit vraiment sur le long terme et qui a l'air sérieux et solide avec un vrai prévisionnel d'activité, l'URSCOP va vous dire « niet ». C'est eux qui vont instantanément vous dire « vous ne serez pas une scope ». C'est eux qu'il faut convaincre. Combien ça coûte d'être une scope? Peut-être que ça coûte cher. Alors c'est vrai que ça coûte un peu des sous, puisqu'on va cotiser à l'URSCOP, justement. Il y a une cotisation obligatoire de 300 € par an. En tout cas, ça c'est pour nous. Et puis il y a une révision coopérative. Donc la révision coopérative, c'est l'URSCOP qui viendra vous voir, vérifiera que vous avez rempli les conditions, et puis vous fera un petit bilan sur comment ça s'est passé. Ça coûte entre 600 et 1000 € par an, ça dépend des structures. Et puis après, on peut faire des contributions volontaires, mais elles sont optionnelles. Et à quoi servent ces fonds? Ça permet d'entretenir après la vie des scopes et la vie des coopératives et le financement en général des choses. Convaincre l'URSCOP. C'est vraiment le gatekeeper, par contre, number one. Je sais qu'il y avait des tentatives d'expérience de les contourner, mais actuellement, c'est quand même difficile. Donc, en fait, si vous voulez devenir une scope, il faudra aller les voir, et puis leur faire les yeux doux, et puis leur dire, mais nous, on est particulièrement sympa et on est particulièrement solide, et puis vous allez voir, on va faire du fric, parce que ça les intéresse aussi vachement. Voilà. Ensuite, niveau des démarches, niveau administratif pour une scope, c'est pas beaucoup plus compliqué. La création, c'est comme une entreprise générale. Il va falloir faire de nouveaux statuts. Il va falloir faire une déclaration au greffe et au journal. Bon, ça, c'est classique. Si vous faites une transformation, c'est pareil. C'est comme si on changeait des statuts. Et ensuite, il y a un petit peu de travail administratif par an. Il y a la révision coopérative annuelle. Donc ça, c'est une personne mandatée de l'URSCOP qui vient vérifier que vous êtes effectivement dans les clous pour les conditions.
Vous déclarez une fois par an à la liste ministérielle votre situation. Ça me prend à peu près 2 heures par an, je pense que c'est pas trop lourd. Et il faut faire une AG spéciale chaque année, que nous on triche, on fait juste l'écriture de l'AG, mais on la fait pas pour de vrai. Et on dit combien on distribue de résultats, parce que parmi le résultat, à quelle part ça va. Comme chaque année, nous on fait la même distribution, c'est-à-dire tout en réserve, rien en distribution, et le reste aux salariés, c'est le minimum possible, puisqu'en fait on n'a pas beaucoup de sous, donc on garde les sous pour faire des projets après. On a un plan de financement super solide qui a convaincu l'URSSCOP, donc... Qui ça Voilà. Et en fait, je pense que ce qui est le plus long en URSSCOP, c'est la pédagogie comptable qu'on doit faire avec notre comptable, parce que les comptables ne sont pas habitués au scope. Comme je vous ai dit, il y en a 7 en France, en tout cas pour le jeu vidéo. Et donc, généralement, ils tombent un peu de leur chaise. Et il faut qu'ils apprennent des nouvelles règles, qu'ils se concentrent un peu sur le droit juridique, etc. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais à la limite, c'est bien parce que ce n'est pas votre temps, c'est celui du comptable. Voilà. Et donc en conclusion, que dois-je sacrifier sur l'autel des moines scopistes pour devenir une coopérative? En fait, un peu de temps, la volonté de travailler avec des coopérateurs et coopératrices et réfléchir différemment, la possibilité de faire une levée de fonds classique en action, et puis un tout petit peu de temps administratif, voilà, globalement. C'est fini, merci d'avoir écouté. Non, c'est pas vrai. Et non! Parce que dis-moi, Jamy, tu as dit la condition numéro 1, c'est que tout salarié qui demande à rejoindre le sociétariat après un certain nombre d'années d'activité est automatiquement accepté. Ce qui nous donne, selon toute logique, un catamaran d'actionnaires. Et du coup, comment est-ce qu'on peut dealer avec cette immense quantité de personnes? Nous, par exemple, on est 8. C'est vraiment terrible. Donc, la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on doit vraiment souffrir de l'inertie des décisions? Parce que du coup, le principe de la coopérative, c'est que une action égale une voix. Donc, statistiquement, comme tout le monde a une action, eh ben, tout le monde a une voix. Alors, là, du coup, je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que nous, on fonctionne. Et comment on fonctionne, c'est qu'on vote pas. Voter, c'est tromper. De façon générale, quand on pense à de la décision collective, on pense spontanément au vote. Alors, il y a plein de façons de voter, mais vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, si on prend le classique scrutin présidentiel en France, par exemple, globalement, on se fait imposer des choses qu'on ne veut pas forcément, surtout quand on est un petit castor. Donc voilà, du coup, nous, on a décidé que globalement, on n'allait pas voter et on allait systématiquement rechercher le consensus. Ce qui fait qu'on parle beaucoup, entre nous et voilà. Donc, en gros, l'objectif de la prise de chaque décision, c'est que tout le monde soit d'accord ou au moins pas opposé. Voilà, le concept, c'est que personne travaille sous la contrainte et que globalement, tout doit pouvoir être discutable. Ça va des décisions de l'entreprise, des décisions un peu stratégiques, à des décisions sérieusement créatives. Je rajoute un peu, mais c'est vrai que du coup, on discute beaucoup. Mais en fait, on s'est rapidement décidé de focaliser la discussion sur les choses qui avaient vraiment de l'importance. C'est-à-dire que très rapidement, on s'est rendu compte que discuter pendant une après-midi pour est-ce qu'on achète une licence Adobe ou quoi que ce soit, en fait, ça nous coûtait plus cher en temps de travail que la licence Adobe. Donc rapidement, en fait, il y a plein de décisions qui passent sous le spectre de la décision collective. Alors, une deuxième question qu'on peut se poser, c'est mais du coup, l'auteur, si tout le monde a son mot à dire, est-ce que moi, je peux garder ma vision d'auteur? Nous, on considère... J'aime pas les auteurs. De quoi? J'ai fait des études en cinéma, j'ai appris à détester la politique des auteurs. On en reparlera, ce sera ma conférence l'année prochaine, venez nombreux. Du coup, nous on part du principe que s'il doit y avoir une vision d'auteur, c'est celle du studio, c'est pas celle d'un individu. Donc on procède par consultation automatique, c'est-à-dire qu'on ne prend pas une décision sans avoir eu l'avis de tout le monde. Donc si jamais moi j'ai une décision à prendre, je ne vais pas attendre que tout le monde donne son avis, je vais aller chercher l'avis des gens, et notamment un avis éclairé. Peut-être que je vais être confrontée à un problème et que finalement, ce n'est pas moi qui vais devoir choisir comment on résout ce problème parce que je ne serai pas la personne la plus affectée. Donc nous, on essaye que ce soit la personne la plus affectée par une décision qui est le dernier mot. Si jamais je dis, en fait, il y a un jeu qui est sorti qui a quasiment la même DA que nous, je ne vais pas aller voir notre graphe et lui dire, finalement, on change la DA, on arrête, on fait le jeu en 3D, en isométrique. Je ne vais pas faire ça. C'est lui qui doit retaffer la DA, donc c'est lui qui va choisir comment est-ce qu'on ajuste le truc. Une deuxième chose que du coup j'ai pas marqué sur la slide mais qu'on fait beaucoup, c'est aussi qu'on considère que quand il y a une question qui a été très approfondie par quelqu'un, en fait cette personne va développer une expertise dessus et va aussi du coup avoir un avis qui est éclairé et dont il faut tenir compte.
Et du coup, pour les décisions de projet, qui sont bien évidemment le nerf de la guerre, décider sur quoi on va travailler collectivement, ben, ce qu'on fait, c'est que tout le monde dans le studio peut pitcher. Donc, typiquement, par exemple, Pile Up, c'était un pitch de Jean, Baladin, c'était un pitch de Cornu, et Jump the Track, c'était un co-pitch de Jean et moi. Mais à chaque fois, tout le monde pitch. On fait des docs qui sont plus ou moins avancés et tout. On les partage, on essaye de faire une grosse réu où on se pitch un peu les trucs entre nous pour essayer d'accrocher un peu les gens. Ensuite, on fait des scrutins qui sont très très difficiles à frauder. Donc, en gros, comme voter, c'est tromper. On tâche de partir du principe qu'il faut que chaque personne puisse s'exprimer et qu'il n'y ait pas, par exemple, 2 personnes qui ont team up et qui ont trouvé un moyen de ah mais du coup c'est un vote au point, donc si jamais nous on attribue tous les points, machin et tout. Donc on s'arrange pour vraiment bosser avec des scrutins qui permettent de s'assurer que chaque personne vote avec son cœur. Vous pouvez checker le scrutin de Condorcet si vous êtes curieux. Scrutin de Condorcet randomisé pour être exact. Si vous êtes un peu nerd. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des vétos non négociables. Donc, les vétos. Donc, bien évidemment, sur le prix de la licence Adobe, personne ne va mettre un veto non négociable. C'est plutôt un truc qui est pour des grosses décisions, essentiellement les projets sur lesquels on bosse, de façon générale sur les décisions qui nous engagent tous et toutes à long terme. Quand je dis que le veto est non négociable, c'est-à-dire que si jamais je dis je veux pas bosser sur ce jeu, et ben en fait il va falloir qu'on discute ensemble et qu'on transforme un peu le pitch pour aboutir à quelque chose qui satisfasse tout le monde. Donc voilà. Et accessoirement, si tout le monde veto, peut-être qu'il faut qu'on arrête de travailler ensemble. Ah, c'est ça, si on se retrouve avec on a pitché 20 projets et que les 20 projets ils sont veto, c'est qu'au bout d'un moment, quel est notre... C'est ça, on ne veut pas faire les mêmes jeux en fait, et du coup, pourquoi continuer à bosser ensemble et voilà. Donc ça envoie des questions plus profondes. Nous, après, on bosse ensemble depuis 2018, ça n'est jamais arrivé parce que on avait bien réfléchi au genre de choses qu'on voulait faire avant de commencer le studio et du coup de le monter en scope. Donc cette situation s'est jamais présentée pour nous, mais elle n'est pas exclue. Bien évidemment, pourquoi on n'a pas des vétos comme ça de l'enfer c'est parce qu'en fait on a confiance les uns dans les autres, ce qui est pas mal. Dans le studio on a des compétences qui sont très très complémentaires, on n'a pas trop de doublons sur des postes, enfin si sur les programmeurs gameplay, mais est-ce que c'est vraiment un doublon, mais donc voilà. Le principe c'est qu'on discute de façon super ouverte. Chacun essaye de comprendre les problématiques des autres et du coup on s'assure que les autres comprennent nos problématiques et surtout on est obligé de partir du principe qu'on veut tous le meilleur pour le jeu. Donc en fait la base de la confiance c'est laquelle est. On a choisi ce projet ensemble, on veut tous bosser dessus et nécessairement on veut faire le meilleur jeu possible. Accessoirement, se faire confiance, c'est gagner du temps. J'en prenais l'exemple de la licence de tout à l'heure. Si jamais il faut payer une licence, on va faire confiance à la personne qui en a besoin et à la personne qui possède la carte bleue. Donc voilà. Ça aide bien évidemment à faire toutes les micro-décisions qu'il y a au jour le jour. On ne discute pas une demi-journée sur le choix de la typographie du jeu ou ce genre de choses, quoi. Donc s'il y a des décisions un peu importantes mais rapides à prendre, on fait juste un vote sur le Slack et sinon on fait confiance à la personne qui est confrontée au problème de prendre la bonne décision parce qu'elle veut le meilleur pour le jeu. En fait, au bout d'un moment, c'est aussi un soulagement général, je pense pour toute l'équipe, de se dire qu'on n'est pas obligé de contrôler tout ce qui se passe dans le jeu, dans le studio à tout instant, et en fait on fait confiance aux autres pour prendre les bonnes décisions. Ils et elles sont expertes dans leur sujet, et en fait on leur fait confiance et ça ira, ça se passera bien. Et en fait dans la plupart des cas, ça se passe très bien et ça se passe beaucoup plus vite. Voilà, il n'y a pas besoin de rediscuter les choses. Et quand il y a besoin de rediscuter, c'est bien aussi parce qu'on sait que c'est des moments qui sont cœur et des sujets qui sont un peu clés qui touchent tout le monde. Et donc ça vaut le coup de se poser sur ces sujets-là. C'est des sujets importants généralement. Donc ça vaut le coup de se poser et de discuter. Alors accessoirement, vous n'êtes pas sans savoir que les seniors sont une denrée rare dans l'industrie. Et du coup, l'avantage à la fois de la coopérative et de façon générale de travailler comme ça en incluant tout le monde dans les décisions et tout, c'est qu'en fait on fait des travailleuses qui sont happy au travail, donc ça fait des travailleuses qui partent pas, donc ça fait des travailleuses qui acquièrent de l'expérience, qui acquièrent une capacité à la partager aussi avec des gens qui en ont moins, et du coup en fait t'as des seniors dans ta boîte et c'est pas mal. Non mais notre objectif c'est de faire des jeux jusqu'à la retraite, quoi. Et aussi notre objectif c'est d'avoir une retraite.
Et du coup, là, vous vous dites, OK, il faut tout discuter en permanence, donc probablement que les scopes, c'est vraiment un truc, il faut être une petite équipe pour pouvoir faire une scope. Bah, je pense que c'est probablement plus facile de commencer avec une petite équipe, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, hein. Il y a des grosses scopes que vous connaissez peut-être. L'école de conduite française, un peu partout, donc c'est une école de conduite. Ils sont 390 salariés. Malongo, les cafés, 309 salariés en France. 306, pardon. Donc c'est des grosses. Et en fait, ça va même beaucoup plus gros. Il y a les chèques resto, c'est une scope. Et ils sont plus de 4000 à travers le monde. Et Scope Elec, bon ça vous connaissez pas, c'est de l'électricité, mais ils sont 3900 salariés. Donc il y a moyen de grossir, quoi. C'est loin d'être impossible. Et du coup, maintenant, on va rentrer un petit peu dans les problématiques de gestion. Donc, on va un petit peu approfondir comment nous, on fait ça spécifiquement à Seed by Seed. Donc, on part du principe que les travailleuses ont des besoins, on les identifie et du coup, on essaye d'y répondre. Ces besoins, c'est avoir un pouvoir décisionnel participatif dans le projet d'entreprise à long terme. Donc, tout le monde peut donner son avis sur la stratégie globale de l'entreprise et on essaye de tenir compte à la fois des envies et des problématiques de tout le monde. D'avoir un pouvoir décisionnel complet sur son activité personnelle, donc pouvoir à la fois s'organiser et puis avoir la confiance des autres pour prendre des décisions, y compris des décisions créatives, et avoir une participation juste à la valeur ajoutée produite par son travail. Donc ça, on en a parlé, c'est imposé par les règles des scopes et c'est du coup la fameuse part travail. Ok. D'accord, mais comment? Donc, à Seed by Seed, nous, on a un salaire unique, c'est la base. Ce qui veut dire que, oui, probablement que nos programmeurs sont payés un tout petit peu moins que le standard de l'industrie, mais par contre, nos game designers sont payés plus que le standard de l'industrie. Et comme je suis game designer, je dis ça avec un grand sourire. Ça, c'est pas une obligation de scope, hein. C'est des fonctionnements qu'on a mis en place, nous, à Seed by Seed. Accessoirement, ça veut aussi dire que quand il y a quelqu'un parmi nous qui fait de la presta, c'est fait au nom du studio. Et du coup, ça veut dire que si jamais je top une presta de design super bien payée, ce qui me réjouit, c'est pas d'être super bien payé pour le mois, c'est de savoir que je vais payer 2 ou 3 salaires de tout le monde dans la boîte. Transparence sur les comptes et la gestion, donc ça c'est la raison pour laquelle Jean est un pivot de notre entreprise, parce qu'il n'y a que lui qui comprend. Mais du coup, il nous explique, il nous fait de la vulgarisation avec des gigantesques tableurs Excel et régulièrement des petits cours de capitalisme, un petit peu comme il vous a fait là au début. Mais du coup, ce qui fait qu'en fait, tout le monde sait c'est quoi l'état de l'entreprise, on sait c'est quoi les comptes, on a des petits tableurs Excel avec lesquels on peut changer des chiffres pour voir, ah bah dis donc, si jamais notre jeu faisait 1 million de ventes, et ben en fait, la situation économique irait beaucoup mieux. Généralement, il faut quand même plus la gueule que sur l'image, mais... Mais au moins, on sait tous. Ce qui nous permet tous collectivement d'avoir un avis et un avis informé sur l'état de la boîte. Alors ensuite, il y a une présidence tournante. Ça, c'est imposé par la SCOP. Il faut tous les 4 ans changer de personne qui a la présidence. Mais nous, on essaye de le faire tous les 2 ans, histoire que tout le monde ait vraiment, à un moment donné, un peu le nez dans l'administratif. Et du coup, que ça change. Et aussi, on fait ce qu'on appelle des réunions stratégiques. Donc, à peu près, je dirais une fois tous les 5-6 mois, quelque chose comme ça. Théoriquement, ça devrait être tous les 2 mois, mais en fait, c'est dur de faire des jeux vidéo. Et c'est long. Mais on se pose tous ensemble. Jean, il nous sort ses grands Excel magiques. Et on décide tous ensemble de c'est quoi les grandes orientations de la boîte, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on veut plutôt faire des petits jeux, est-ce qu'on veut lancer une deuxième ligne de prod, c'est un peu ce genre de décision qu'on prend collectivement pendant ces moments. Et ça inclut tout le monde, c'est-à-dire sur le moment, s'il y a des stagiaires, s'il y a des gens qui ne sont pas associés, si on a une alternante, tout le monde participe. Tout le monde voit les comptes d'ailleurs, hein. On monte les comptes en banque aux gens qui sont là. Donc des fois, il y a une stagiaire de 3e qui est là, voilà, elle connaît les comptes en banque de Seed by Seed. Ça aide quand même à faire des décisions éclairées quand tout le monde doit participer à la décision. C'est bien d'avoir les infos de base pour pouvoir prendre des décisions. Et accessoirement, Jean, il dit tout le monde est là quand on fait, mais c'est vrai que parfois, d'avoir quelqu'un qui a un regard un peu frais aussi sur ce qui se passe et qui nous voit travailler mais en observatrice extérieure, en fait, des fois, il y a des gens qui donnent des inputs qui sont vraiment très très différents de ce qu'on avait pu imaginer et qui sont des choses qui sont assez intéressantes. Et du coup, ça c'est bien beau, mais c'est un peu le côté boîte-boîte. On est aussi des travailleuses. Donc, ce qu'on fait pour satisfaire ces besoins des travailleuses, déjà, c'est qu'on leur donne une autonomie maximum. Donc, c'est ce qu'on disait sur les prises de décision basées sur la confiance. Il y a un processus qui est collectif sur les décisions créatives, ce qui veut dire que c'est pas seulement
c'est pas seulement de la discussion, mais c'est aussi de la... Enfin, on ne prend pas que les avis des gens ou des choses comme ça. En fait, même les décisions elles-mêmes sont prises collectivement et on s'assure régulièrement d'être toujours sur la même longueur d'onde. Et après, on fait des réunions bien-être aussi. Ça, c'est notre petite nice touch side by side. Il y a un paquet de trucs qui peuvent nous affecter dans la vie et du coup affecter la façon dont on travaille ou notre capacité à travailler dans de bonnes conditions. Et du coup, un peu comme on fait les réunions stratégiques, on essaye relativement régulièrement de faire des réunions dans lesquelles... Alors, on n'est pas obligé de raconter sa vie si on n'a pas envie de le faire, mais par contre, s'il y a des choses dans le monde ou dans nos vies privées ou quoi que ce soit qui affectent notre capacité à travailler, notre envie de travailler aussi, en fait, on en discute tous ensemble. Ça nous permet de jamais laisser une situation dégénérer et du coup, d'éviter au maximum, en tout cas, tout ce qui peut être de l'ordre du burn-out ou tout ce qui peut être de l'ordre de la maladie et disons des accidents du travail au sens large. Ouais, puis ça va dans les deux sens. Par exemple, Seamus était malade un jour, Oui. mais une maladie qui dure sur 2 ans, quoi, quelque chose comme ça, c'est un peu lourd. Forcément, il faut qu'on regarde un peu dans la prod comment ça va impacter la prod, etc. Ça, c'est pas des choses qui sont faciles à aborder quand on n'a pas un temps qui est dédié pour ça, quoi. C'est pas à la machine à café que tu vas dire, et au fait. Oui, et puis en plus, nous, du coup, on a une partie de l'équipe qui est en distanciel et une partie qui est en présentiel. Typiquement, Seamus, il est en distanciel. La machine à café, s'il dit qu'il est malade, il n'y a que sa femme qui va l'entendre. Et je crois qu'elle le savait déjà. Ok, très bien. Donc, ça a l'air super, les scopes, mais pas de bol, j'ai déjà créé une terrible SAS capitaliste au dernier degré. Est-ce que c'est trop tard pour mon âme ? Eh ben non, c'est pas trop tard pour ton âme. Nous-mêmes, quand on a créé l'entreprise, on l'a créée en SAS, tout simplement parce que, si vous avez bien noté le début de la conférence, pour pouvoir être une scope, il faut pouvoir payer des salaires. Et quand on a créé notre boîte, on ne pouvait pas payer des salaires. Techniquement, donc nous, c'est ce qu'on appelle une transformation, une transfo. Ça correspond à céder une entreprise aux salariés. Donc là, en l'occurrence, on s'est nous-mêmes cédé notre entreprise. Mais dans la pratique, ça fonctionne pareil si vous êtes le patron de Patagonia et que vous partez à la retraite et que vous cédez votre entreprise à vos employés. Ça a plusieurs avantages. Donc ça préserve l'héritage et les valeurs de l'entreprise. Donc ça, c'était un petit peu le bail de Patagonia. Nous, nos statuts de SAS étaient déjà plus ou moins des statuts de scope. On n'avait juste pas les avantages. Mais voilà. Ça permet aussi une transition en douceur parce que du coup, tu as des équipes qui sont déjà en place, qui connaissent les processus de travail, qui se connaissent aussi et qui sont habituées à prendre des décisions et à travailler ensemble. Et surtout, du coup, parce que ça, c'est le nerf de la guerre des coopératives, ça permet de préserver les emplois, de garantir que les projets ils continuent d'être soutenus et du coup, d'assurer la pérennité à la fois de l'entreprise, des projets qui peuvent être en cours et des emplois eux-mêmes. Je crois que tu voulais rajouter un truc. Et du coup, comme d'habitude, la démarche, c'est convaincre l'URSSCOP. L'URSSCOP, elle est très habituée à faire des transfos parce que ça se fait beaucoup. Mais du coup, c'est un processus un petit peu différent de quand tu crées avec de l'argent et que du coup, tu peux déjà créer en scope. C'est un tout petit peu différent, mais globalement, ça va. Nous, c'est ce qu'on a fait, donc peut-être c'est le biais du survivant, mais je crois que ça se fait. Et du coup, la question que vous vous posez tous, votre jeu vidéo va-t-il devenir communiste si vous faites une scope ? Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que oui, votre jeu va devenir communiste. Mais la bonne, c'est que votre jeu va devenir communiste. Donc, nous, ça a été un processus. Au départ, on a juste fait, voilà, c'est un puzzle coopératif. On peut jouer jusqu'à 4, il y a du drop-in, drop-out, tout ça. Donc, c'était un peu communiste, mais pas trop. Ensuite, on a fait un jeu où il faut sauver le monde en aidant les gens collectivement et en s'entraînant nous-mêmes de façon coopérative. Donc, c'était pas mal coco aussi. Et là, on fait un jeu sur la révolution prolétarienne. Mais il est solo cette fois. Donc voilà, du coup, ça c'est notre campagne marketing pour le jeu, j'espère que vous appréciez. Et voilà, je pense qu'on peut en rester ici. En revanche, petite note, vous nous avez entendu parler des difficultés à financer des scopes, potentiellement, tout ça, du fait qu'on prend des décisions collectives. Je vous propose qu'on prenne ici, tous ensemble, la décision collective, que vous alliez wishlister James the Track sur Steam. Parce que du coup, c'est notre premier jeu en auto-édition. Et on aimerait bien qu'il marche. Ça nous aiderait pas mal, en fait. Voilà, merci d'avoir écouté, plein de bises, tout ça, tout ça.
39 minutes et 39 secondes. On est donc en avance sur le retard qu'on avait pris. N'hésitez pas à poser des questions. Oui, si vous avez des questions, j'arrive. J'ai une question qui est par rapport au télétravail, c'est ce qui m'intéressait. J'ai l'impression que les aides sont assez régionales. Est-ce que créer une scope directement télétravail, ça pose problème? Et quel problème vous avez rencontré en étant en partie télétravail et en partie en présentiel dans l'entreprise? Alors les aides régionales vont regarder où sont implantés majoritairement les salariés, puisque ce qu'ils aiment bien, c'est que tu ailles dépenser tes sous à la boulangerie du coin. Voilà. Donc ça peut jouer, mais globalement, sinon, ça va être le QG, où est-ce qu'il est implanté. Et sinon, franchement, on n'a jamais eu de problème avec le télétravail. Nous, on est en télétravail mixte, horaire un peu flexible, et en fait, c'est vraiment cool, parce que il y a un bureau pour ceux et celles qui ont envie d'un bureau, et puis il y a les terres des gens qui veulent bosser. Accessoirement, il y a une différence entre ce que ça fait du point de vue administratif et ce que ça fait du point de vue organisation du travail. Nous, c'était important pour nous que les gens qui veulent télétravailler puissent choisir de le faire. On a un graphiste, par exemple, qui habite à Angoulême, où on est basé, mais qui quand même souvent préfère télétravailler. Et c'est important pour nous qu'ils puissent le faire. Évidemment qu'administrativement, du coup, ça rajoute de la pondération en direction du fait que oui, on dépend de l'Union régionale des scopes de Poitou-Charentes, parce que du coup, on est basé à Angoulême. Mais ils nous ont jamais dit, par exemple, que c'était un problème. On bosse avec un sound designer au Pays Basque, on a un graphiste et un narrative designer à Paris, ça n'a jamais posé problème. Donc, je pense pas que ce soit une vraie question. Après, voilà, ce qui compte, c'est la domiciliation de l'entreprise, quoi. Ah, vas-y, tu veux préciser ? Alors, ça, du coup, j'ai envie de te dire, ça dépend des humains. Nous, on fait pas ça, parce qu'on est des très beaux humains. Après, voilà, si jamais, effectivement, si jamais tu montes une scope avec des gens qui s'avèrent être les méchants de Scooby-Doo, là, c'est la galère. Mais j'ai envie de te dire, ça va pas être la galère que sur les décisions créatives, ça va être la galère tout court, parce que c'est chiant de bosser avec des gens avec qui on n'est pas sur la même longueur d'onde. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on discute au maximum. Donc, on a un Discord, on a un Slack. On discute énormément en public, on discute énormément en MP. On s'appelle dès qu'il y a des trucs qui sont galères à régler à l'écrit. Et donc, en fait, on communique vraiment énormément. Et du coup, tous les gens qui sont dans le bureau, ils entendent potentiellement la conversation. Tout le monde peut se connecter sur Discord et juste se mute et écouter les conversations qui ont cours et tout. Ça, c'est vraiment un truc de transparence qui nous plaît. Après, ouais, non, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a des gens qui disent ce bolos entêté, il n'a pas compris. Après, j'en sais rien, si ça se trouve, les gens qui sont entêtés, ils se disent régulièrement quand ils prennent des décisions, c'est bolos au bureau, de toute façon, ils comprendront pas si je leur explique. Je leur dirais que c'était une décision éclairée, parce que j'étais un expert. J'en sais rien, ils sont pas là, ils sont entêtés. Bonjour, merci pour la presse, je suis là, salut. Merci pour la presse et les super vibes que vous dégagez. J'ai une question qui est peut-être un peu bête. Je vous présente un modèle qui présente plein d'avantages, qui a aussi des inconvénients, mais pas forcément comparativement plus que d'autres. À quoi vous attribuez le si petit nombre en fait, de scopes dans le jeu vidéo, mais même en général, j'ai l'impression que c'est sous-représenté et je n'arrive pas à comprendre pourquoi du coup. Alors, c'est une super question, parce que la quantité de messages qu'on reçoit par an de gens qui veulent créer des scopes. On rencontre peut-être 3, 4, 5 fois par an des studios qui veulent se créer en scope. Donc il y a vraiment beaucoup d'intentions de création. La réalité de la création est beaucoup, beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup moins de monde qui le font pour de vrai. Donc ça, c'est... Et ce qui est aussi marrant, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a aujourd'hui, on a voulu faire cette présentation, c'est que nous, en fait, le fait d'être en scope au jour le jour, c'est peut-être 1% de notre préoccupation de vie. En fait, c'est rien du tout. Hein. Et en plus, au contraire, ça nous a sauvé le cul un certain nombre de fois, en fait. Voilà. Et donc, ça n'a jamais été un problème, et c'est même plutôt un avantage. Donc, c'est vrai que pourquoi est-ce qu'il y a si peu de studios, alors que ça s'y prête
très particulièrement. Et donc, moi, la seule expérience que je vais pouvoir dire, sans citer aucun nom, c'est dans les studios qui sont venus nous voir et qui ont posé des questions pour se transformer en scope et qui ne l'ont pas fait derrière. Il y a généralement deux freins principaux. La première barrière, c'est qu'il faut suffisamment de financement pour être capable d'avoir des employés à temps plein. Et ça, en fait, le jeu vidéo, c'est compliqué et ne le permet pas nécessairement. Donc quand même ça peut être une grosse barrière, simplement financer ton jeu. Et qui d'ailleurs, ça, c'est notre problématique principale au jour le jour, tout le temps. Et la deuxième problématique, c'est des gens qui, au contraire, ont réussi à faire financer leur jeu. Ça marche bien. Ils ont des sous. Et là, d'un coup, je vais peut-être pas discuter avec d'autres gens pour discuter comment on les partage. C'est bien d'avoir des sous personnellement. Et là, ils le font pas. Et ça, j'ai vu quand même pas mal de fois. Donc, c'est vraiment un truc. Et c'est cool, ça veut dire que du coup, il y a des jeux indés qui font de l'argent. Non, moi, je voulais juste préciser, effectivement, la seule question qui est marquée sur la première slide où on liste la FAQ des scopes, c'est dois-je être un agriculteur pour monter une coopérative? Et effectivement, le fait est que en fait, le modèle des coopératives, il est vachement associé dans l'imaginaire collectif à cette problématique des agriculteurs. On pense aux coopératives, j'en sais rien, dans le vin, par exemple, ça se fait vachement et tout. Mais il y a un petit peu des spécificités, ça ressemble pas tout à fait à ça dans les scopes. Et effectivement, je pense que l'air de rien, il y a aussi une méconnaissance du fait que ce modèle peut s'adapter à des studios de création, mais de moins en moins. Et j'aime à croire que c'est un peu grâce à nous. Bonjour, merci pour la superbe conférence. J'avais une question finalement qui je me suis posée au milieu parce que j'ai encore les souvenirs assez frais de la grève du jeu vidéo de février. Et je réalise comment ça se passe du coup les grèves en scope. Parce que on a bien vu tout à l'heure sur le petit rappel de ce que c'est que la structure capitaliste d'une entreprise. Il y a un moment donné où l'activité a besoin de se rebeller, de lutter contre le capital au sein même de l'entreprise, d'où le droit de grève. Mais là, c'est pas pareil. Si vous vous grèvez contre vous-même en fait. Je vois qu'il y a des mécaniques dans votre entreprise de veto pour essayer de faire entendre que non, là ça va pas. Mais du coup, la grève, elle a une place, sachant que c'est un droit fondamental, donc j'ai envie de dire que normalement on en a une. Mais ça marche comment? Alors, nous on fait la grève, mais en fait on fait pas la grève contre nous-mêmes, nous on fait la grève contre les patrons d'Ubisoft, de Dontnod, on fait la grève pour soutenir les camarades travailleuses. Effectivement, nous à l'intérieur du studio, ça manquerait de sens que quelqu'un se mette en grève contre nous, donc on se met vraiment en grève contre l'industrie et contre ce à quoi elle ressemble à l'heure actuelle. En plus de ça, l'avantage, c'est que comme on est entre nous et qu'on est tous de terrifiantes gauchiasses, vraiment, je vous assure, en fait, on peut aussi décider que le jour de grève, on se paye quand même le salaire parce que faire la grève, c'est cool, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, c'est nous qui décidons. Donc à la limite, c'est plutôt pratique. Nous, quand on fait la grève, c'est vraiment symbolique. En revanche, effectivement, si jamais au sein de la boîte, il y a quelqu'un qui a envie, entre guillemets, de remettre en question des systèmes de fonctionnement ou des choses comme ça, on va toujours le faire par la discussion et par la recherche du consensus plutôt qu'autre chose. C'est vrai que pour l'instant, il y a vraiment littéralement aucune problématique de ce type qui s'est présentée à nous, donc c'est un petit peu difficile de savoir. Mais par exemple, il y a un moment, il y a une personne de la boîte qui a voulu passer en mi-temps. Il se trouve que cette personne était un programmeur, donc potentiellement ça aurait été compliqué. Mais en fait, il y a zéro problème. S'il a besoin de passer en mi-temps pour quelque raison que ce soit, il le fait, quoi. Évidemment, on en a discuté, on a prévenu tout le monde et tout, notamment parce que du coup, ça a nécessairement un impact sur les gens qui bossent avec lui, sur des features ou quoi. Mais il n'y a aucune raison matérielle pour nous de refuser. De même que si jamais quelqu'un dit moi je fais du matin, il faudrait qu'on passe les stand-up meetings à 14h, on passe les stand-up meetings à 14h pour que cette personne puisse avoir sa matinée, elle bosse avec les horaires qui lui conviennent, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question du coup, mais... Merci pour la présentation, c'était hyper intéressant, j'ai pris plein de notes. En fait, je suis en train de créer un studio qui suit un peu la même trajectoire, j'ai l'impression, et donc on en est au point où on va faire une SAS parce qu'on ne peut pas se salarier. Et donc la question c'était, en fait au début c'était quoi le plan pour financer la SAS pour aboutir à un point où vous pouviez vous salarier? Alors pour répondre à la partie scope, les personnes qui ont financé initialement la SAS purement, c'est nous, on était 7, on a tous mis 150 €, voilà. Donc ça faisait une toute petite SAS. Et après, la deuxième question, qui est une question énorme, c'est comment je finance mon jeu vidéo. En fait, ça nous dépasse complètement le cadre de cette conférence. Mais nous, ça a été subvention, éditeur, prêt bancaire,
prestations, enfin la classique, le classique. Si la question c'est à quel moment on a transformé en scope parce qu'on estimait qu'on avait les financements, c'est quand on a touché notre premier versement de la région. Ouais. Mais du coup, là, j'entends prestations, j'entends subventions, etc. C'était tout en même temps dès le début ou Ça s'est construit tout doucement. Au début, on a commencé. Ouais, pardon. Au début, on a. Merde, du coup, je peux parler moins fort car j'ai un micro. Au début, on a commencé par le classique, c'est-à-dire RSA chômage pendant tout le temps du début du développement. Mais ensuite, à partir du moment où on a pu commencer à se financer, nous, on était des bébés de game dev, on était en sortie d'école, on avait juste fait un stage à peu près tous dans des Ubisoft différents, mais grosso modo, c'était notre seul XP, quoi. Et du coup, évidemment, on ne s'est pas lancé dans de la presta ou quoi, parce qu'on estimait qu'on n'avait pas forcément déjà la bouteille, quoi. Mais par contre, très rapidement, on a monté des dossiers de la région. On a la chance d'être en Nouvelle-Aquitaine, où du coup, il y a quand même il y a pas mal d'autres studios et des studios qui sont vraiment prêts à partager aussi tout ce qu'ils connaissent et tout. Donc, c'était assez cool d'avoir cet écosystème-là pour grandir en tant que boîte, on va dire. Mais non, vraiment, essentiellement, dans un premier temps, c'est les subventions. Donc, Région Nouvelle-Aquitaine, CNC qui nous ont sauvés. Puis surtout, on a eu une chance absolument scandaleuse de trouver un publisher pour notre premier jeu. Donc, on a pu faire la transfo pendant le développement de notre premier jeu. Et ça va être la dernière question, avec le temps qu'on va avoir. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence, c'était hyper intéressant. Si, c'est bon, c'est revenu. C'est pas une question, c'est plus une remarque, c'est ça? Non, si, il y avait une question, c'est bon, elle est revenue. Comment vous en êtes arrivé à la Scope, dans le sens où vous dites que vous avez fini vos études, vous avez monté une boîte ensemble, du coup au début RSA chômage, puis SAS. Comment vous êtes arrivé au stade du maintenant on a envie de monter une Scope, et en fait comment vous êtes justement arrivé du pourquoi la Scope en fait justement finalement? Alors, vous n'aurez pas manqué de remarquer que tout à l'heure, j'ai dit qu'on était de terrifiantes gauchias. En fait, nous, on voulait monter une coopérative dès le début. La raison pour laquelle on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on n'avait pas de thunes. Et aussi parce qu'une SCOP, ce n'est pas une forme juridique en vrai. Donc, monter en SCOP, ça veut juste dire monter une SAS ou une SARL ou une ESA qui va d'emblée, à sa création, avoir le seal of approval de l'URSSCOP et du ministère du Travail. Donc, nous, quand on a monté la SAS, on l'a montée avec des statuts de SCOP. Donc, en fait, en gros, ça veut dire qu'on avait toutes les contraintes d'être une SCOP, mais aucun des avantages. C'était un peu ça notre take. Mais c'était entre guillemets un espèce de, je sais pas comment dire, de pacte de sang entre nous tous qu'on n'arrêterait pas d'être d'énormes gauchias. Donc on s'est mis les freins nous-mêmes dès le début. Mais en fait, dès l'école, c'était un truc dont on discutait régulièrement. Donc en fait, on savait qu'on allait partir sur ce genre de choses, quoi. Il y a un truc. En fait, on a découvert le statut de SCOP quand on a créé cette structure. Pendant qu'on constituait les statuts, il y avait un truc fondamental, c'est on était un groupe d'amis pour le coup, on avait déjà travaillé ensemble, et là il y avait une situation qui était absurde, qui était plus ou moins imposée par l'administration tel qu'est fait le droit des sociétés en fait, c'est qu'il devait y avoir une hiérarchie qui s'installait dans le groupe, il devait y avoir une personne qui aurait potentiellement plus de sous, qui donnerait des ordres aux autres. Alors qu'on n'avait jamais fonctionné comme ça, c'est trop bizarre. D'un seul coup, pourquoi est-ce que dans le groupe d'amis, quelqu'un deviendrait la boss, le boss, et puis prendrait les sous, quoi. C'était inimaginable. Je rappelle qu'on s'est monté sur un projet étudiant. Et donc en fait, on a recherché, on est rapidement tombé sur le truc de SCOP, mais voilà, après on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour l'atteindre, mais c'est venu un peu tout seul. C'est pas si compliqué hein, après ça. C'est la dernière. Eh ben, merci à tous, vous avez été un public magnifique. Est-ce que vous m'entendez, Rennes? Je suis désolée, j'ai vraiment 4 ans. Maintenant, je vous laisse, je vais m'occuper de mon Tamagotchi.